Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Kennedy. Après une pause estivale, j'ai le plaisir de reprendre le micro pour vous proposer un nouvel épisode avec Céleste Rousseau, kinésithérapeute spécialiste des musiciens. Céleste nous parle de son parcours professionnel en tant que kinésithérapeute, avec une passion pour la musique et les pathologies que peuvent rencontrer les musiciens dans leur pratique. Céleste nous explique comment son désir de les accompagner est né très tôt dans son parcours d'études, ainsi que toutes les formations qu'elle a suivies en France, en Australie et en Angleterre pour parfaire ses connaissances en la matière. Cette kiné passionnée nous parle de ses multiples projets, toujours liés à sa passion, et de ce qu'elle aimerait voir changer pour améliorer la santé des musiciens. J'en profite aussi pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de laisser 5 petites étoiles, un avis positif et de vous abonner au podcast pour continuer à faire grandir le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Kennedy. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Céleste Rousseau, kinésithérapeute, qui me reçoit de façon très sympathique chez elle. Merci pour le bon café, Céleste. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, avant qu'on commence la conversation, puisque tu vas nous parler de ta spécialisation, les musiciens et la musique notamment, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours et aussi nous dire pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans la santé des musiciens ? Oui, donc effectivement, je suis kinésithérapeute de formation initiale. J'ai coutume de dire ça, puisque je n'ai pas vraiment l'impression de continuer à faire beaucoup de kinésithérapie à proprement parler dans ma vie aujourd'hui. Ce qui s'est passé pour moi, donc déjà je viens d'une famille de musiciens. Mon père est musicien professionnel. Ma mère a eu beaucoup de métiers différents, mais elle a été pendant une grande partie de sa vie, en tout cas de la mienne, agent de production. Donc j'ai vraiment évolué dans ce milieu de la musique, des festivals très jeunes, des salles de spectacle dans lesquelles on ne pouvait plus fumer, très petite. Je dis ça parce que du coup je n'ai pris que le son et moins l'aspect tabagisme passif, ce qui n'était pas plus mal. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que moi dès que je suis rentrée, vraiment le premier jour presque de mes études de kiné, j'ai fait une espèce de pont très rapide en fait finalement entre ma passion toujours, puisque j'ai été musicienne, enfin je suis toujours musicienne amatrice, c'est juste que j'ai une pratique là instrumentale qui est quasi proche du néant, mais en fait j'ai toujours écouté beaucoup de musique, fait beaucoup de musique enfant, etc. Et en fait donc j'ai vu très vite une façon de faire un pont entre ma passion et le métier pour lequel j'étais en train de me préparer. Et donc en fait à partir du moment où j'ai compris que c'était possible de se spécialiser comme ça, j'ai axé l'ensemble de mes travaux, mais vraiment tout ce que je faisais en tant qu'étudiante kiné et après, vraiment autour de la santé des musiciens. Et après, je peux détailler si tu veux le parcours. Oui. Je veux bien que tu détailles, mais aussi comment est-ce que tu as fait le pont tout de suite ? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu allais pouvoir aider les musiciens ? Parce qu'au début, les études de kiné, c'est très théorique et on a très peu de pratique, même d'ailleurs pendant les 4 ans. Comment est-ce que tu as fait ce petit travail du cerveau ? Alors, j'avoue que c'est un peu confus. Je vais difficilement pouvoir te dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Je me souviens quand même de quelques moments. Donc déjà, je me souviens de m'être vraiment régulièrement dit pendant les concerts, c'est incroyable ces postures prolongées, ces postures asymétriques. Et puis moi-même, en tant qu'enfant, j'ai souffert en fait par moments en préparant des examens de piano. J'ai lâché des piles d'assiettes, de tension dans les avant-bras parce que je bossais 5 heures par jour parce qu'évidemment je n'avais pas travaillé avant. Donc tout ça, je l'avais déjà moi-même senti quand même dans ma chair en fait. Et donc assez rapidement, j'ai fait des liens en fait avec ce que j'avais vu, j'avais moi-même ressenti et ce que j'étais en train d'apprendre. Et je me souviens particulièrement d'un dossier qu'on avait fait à Saint-Maurice sur l'évaluation, sur l'examen en fait postural général. L'examen du sujet, ça s'appelait pas comme Exactement, ça ? Ça s'appelle l'examen ça me rappelle du des beaux sujet. souvenirs, ça. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y avait eu quelques petites choses qui avaient été notées sur moi, évidemment, comme chez chacun, donc une asymétrie au niveau des épaules, etc. Et qui, effectivement, tendaient à correspondre. Alors, on ne saura jamais si c'est
nature or nurture, comme on dit, mais qui tendait à avoir quand même un peu des liens avec la position à la basse électrique, qui était à l'époque un instrument que je pratiquais quand même pas mal. Voilà, et donc c'est aussi, on a fait justement dans cet examen du sujet avec ma comparse de l'époque, on a fait quelques liens avec la pratique instrumentale. Et puis ensuite, moi j'en ai parlé très vite en fait à l'école et à l'administration et à notre équipe pédagogique. En fait, je leur ai dit tout de suite, je voudrais faire mon mémoire là-dessus, qui est-ce que vous pouvez me conseiller, avec qui est-ce que je peux aller parler, etc. Et à l'époque, du coup, j'ai pu quand même en discuter un peu avec notamment deux personnes, Santiago Del Valle, qui est aujourd'hui kinésithérapeute vraiment spécialisé de ces sujets, avec son cabinet Corporis Fabrica, qui est, je pense, dans le 12e arrondissement, j'espère ne pas me tromper. Près de Bastille, oui. Voilà. Et Sébastien Martin, qui a ensuite été mon directeur de mémoire, et avec lequel, en fait, j'ai continué ma route, puisque aujourd'hui, on forme des kinésithérapeutes à la kinésithérapie du musicien. On travaille tous les deux au Conservatoire de la ville de Paris sur ces thématiques-là. Avec les jeunes musiciens et les jeunes comédiens. Et puis on forme des jeunes musiciens, des moins jeunes. On continue notre route. C'est super d'avoir pu tout de suite déceler ta spécialisation. En fait, il y en a qui cherchent un peu pendant des années après le diplôme, et là tout de suite, dès le début, tu as su ce vers quoi tu avais envie de te spécialiser. Oui, alors pour être tout à fait transparente, et c'est ce que je te disais un petit peu en off avant qu'on commence ce podcast, l'enregistrement de ce podcast, c'est que plus qu'avoir su tout de suite vers quoi je voulais me spécialiser, je dirais plus que je savais que je voulais pas être kinésithérapeute. Et donc, c'est ce qui a vraiment fait ce pont possible entre ma passion de toujours, vraiment la musique dans laquelle j'ai grandi, évolué sans cesse, jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. En fait, ça a été pour moi une façon de pouvoir utiliser entre guillemets à bien ce diplôme et ne pas aller jusqu'à la fin de la K3, puisqu'à mon époque c'était que la K3, et me dire ok, maintenant je vais faire complètement autre chose. Ok. Et donc après la fin des études, tu t'es spécialisée encore plus puisque tu as fait un master, tu as fait une thèse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours là ? Oui. Alors en même temps que la K3, j'ai fait le diplôme médecine des arts. Parce qu'encore une fois, mon but était vraiment de faire que ça. Donc j'ai fait, pendant ma K3, je reviens quand même à mes études de kiné succinctement parce que ça joue beaucoup. Pendant mes études de kiné, j'ai fait un stage à la clinique du musicien, à l'Ourcq, dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai fait un stage aussi avec Carles Exposito, qui a un cabinet qui s'appelle Physio Tadeo à Palma de Mallorca. Et puis j'ai donc travaillé sur mon mémoire de kiné portait sur vraiment la prise en charge des étudiants du département de jazz du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et donc le but étant que ce mémoire me serve aussi pour cette formation complémentaire que je faisais en même temps que la K3, à savoir le diplôme de médecine des arts. Ensuite, j'ai fait un master 1 en ergonomie au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, puisque à mon époque, n'ayant été que jusqu'à la K3, on ne pouvait pas passer directement en M2, sauf si on avait fait un M1 en même temps que la K3, ce qui était possible à l'encre d'ailleurs, mais voilà. Alors, au cours de ce master, en fait, j'ai quand même vu assez rapidement les limites. Il y avait plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Néanmoins, il y avait, et il y a toujours, je crois, quand même une certaine querelle de chapelle entre les ergonomes et les kinésithérapeutes, ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal à m'acclimater, en fait, et de toute façon, ça vient aussi évidemment de mes sujets de recherche. Je pense que, en tout cas dans ce cadre-là, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de place pour l'étude du musicien. Alors même qu'il y a énormément, à mon sens, de concepts ergonomiques qui sont enseignés dans ce master, qui peuvent tout à fait s'y appliquer. Ça me paraît évident dans la mesure, évidemment, où le musicien est un métier, mais notamment sur la question de la gestion du collectif, sur les questions d'horaires décalés aussi. Il y a plein de choses, les tournées, il y a énormément de choses qui, en termes d'activité professionnelle, sont très particuliers. Ensuite, j'ai fait un master 2 STAPS, psychologie, contrôle moteur et performance sportive à l'université Paris-Saclay.
Et dans le cadre de ce master, je suis partie 2 mois en stage en Australie avec Bronwyn Ackerman, qui à l'heure actuelle est une des chercheuses, je dirais, pionnières sur cette thématique. Donc elle est kinésithérapeute de formation, elle s'est spécialisée assez rapidement vers la prise en charge des musiciens. Elle a fait sa thèse sur le sujet il y a quand même pas mal de temps, parce que je crois que sa thèse, elle l'a eue en 2003-2004, quelque chose comme ça. Voilà, et donc en fait j'ai eu la chance, je l'ai fait mais complètement au culot, entre guillemets, je dirais. J'ai envoyé un mail en disant bah voilà, j'ai envie de travailler sur ça, je suis dans un master, je suis kiné, j'ai travaillé un peu à la clinique du musicien, etc. Parce que là, donc à ce moment-là, je faisais ce master 1, ce master 2 en même temps qu'une pratique libérale. Première année dans un cabinet généraliste et deuxième année à la clinique du musicien. Et voilà. Et en fait, il se trouve que de façon totalement surprenante, elle a dit oui. Donc je suis partie 2 mois en Australie. Et je pense que c'est ça qui m'a quand même ouvert énormément de portes. À l'université Paris-Saclay, j'étais dirigée par un monsieur qui s'appelle Nicolas Vignet, qui un jour m'a envoyé, et vraiment grâce à lui, j'ai pu avoir aussi ce parcours, puisqu'un jour il m'a envoyé une offre de thèse, la fameuse thèse à Liverpool. Et donc j'ai candidaté à cette offre de thèse. Je pense qu'évidemment, ce que j'appelle communément dans ma vie le Bronwyn Stamp, le quoi? C'est-à-dire le Bronwyn Stamp, c'est-à-dire le tampon de validation de Bronwyn à jouer. C'est-à-dire que voilà, dans mon dossier, il y avait le fait que je partais en Australie faire un stage avec elle, qu'elle est internationalement reconnue. Je pense que ça a joué quand même grandement en ma faveur. Enfin, disons que je continue de penser qu'ils m'ont pas choisi que pour moi, mais aussi pour voilà, la conjoncture autour de moi, quoi. Et donc j'ai commencé ma thèse en septembre 2018 à Liverpool avec l'Orchestre Philharmonique de Liverpool. Et donc cette thèse portait sur la prévention des troubles musculo-squelettiques chez les musiciens d'orchestre. C'est impressionnant ton parcours. Vraiment impressionnant. Ouais. Je sais pas. Bon après, je pense que c'est pas particulier. Enfin en fait déjà on est de plus en plus à avoir des parcours de thèse en étant kiné. Et surtout, enfin comment dire, j'ai conscience que le doctorat c'est quelque chose de difficile, et effectivement ça a été difficile, d'autant que je l'ai fait en grande partie pendant le Covid. C'était super sympa la thèse canapé. Faut quand même trouver la motivation de se lever le matin. Mais néanmoins, en fait, pour moi, la recherche, ça a été quand même assez rapidement évident que j'allais probablement plus m'y retrouver. Donc en fait, c'était pas vraiment une option. Donc, voilà. Enfin là, je veux dire, la kinésithérapie libérale, la clinique, c'était pas vraiment une option dans ma tête. C'était soit je trouvais un autre chemin, soit je faisais complètement autre chose. Et donc là, tu es satisfaite du chemin que tu t'es tracé toi-même? Alors, c'est une question extrêmement difficile, à laquelle je vais forcément répondre par non, parce que je pense sincèrement que je suis une éternelle insatisfaite. Mais en tout cas, on va dire que pendant des années, j'ai eu un mal fou à me situer justement dans ce parcours que toi tu appelles impressionnant, mais moi que j'ai toujours appelé chaotique. Ensuite, pendant la dernière partie de ma thèse, en fait, comme j'ai eu une thèse un peu particulière avec justement 1 an et demi de Covid, je me suis retrouvée en fait à pas avoir grand chose à faire, et ça a été un peu difficile, et du coup j'ai fait un master de philo. Tout ça combiné, en fait, c'est vrai que de loin on a du mal à comprendre le sens, et je crois que je suis en train de commencer à vaguement comprendre le fil directeur de tout ça. Puisqu'en fait même la philosophie déjà me relie maintenant beaucoup à d'autres collègues kinésithérapeutes, et ça c'est super chouette, parce que du coup je lis avec des kinésithérapeutes qui ont les mêmes, pas forcément les mêmes d'ailleurs, mais des questionnements relativement semblables aux miens, ou en tout cas nos questionnements et un peu le bordel qu'il y a là-haut, je dirais, résonnent entre eux, et ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, et surtout ça m'aide beaucoup à penser l'enseignement, la recherche en général, l'evidence-based practice bien sûr, et puis la pratique finalement, l'incertitude de nos pratiques, et particulièrement celle auprès des musiciens, puisque on a quand même assez peu de preuves de ce qu'on est en train de faire. Oui, voilà. Oui, justement, on va y venir dans le vif du sujet, les musiciens.
Donc tu viens de justement de dire la question vers laquelle j'allais t'amener, c'est il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques. Est-ce qu'il y a pas beaucoup d'études cliniques sur les pathologies des musiciens dont ils souffrent ou pas? Ça dépend ce que tu appelles par études cliniques. On a de plus en plus d'études épidémiologiques. On commence à savoir à peu près quels sont les pourcentages dans tel type de population, de musiciens qui souffrent, etc. On a relativement peu de données sur, en général, les musiques improvisées, le jazz et musiques improvisées, musiques actuelles, le rock, voilà. Et puis je ne parle même pas des courants de punk, metal et autres merveilles. On a beaucoup de données sur la musique classique pour une raison qui est très simple. C'est que géographiquement, c'est plus facile de poser des questions à des orchestres qui sont bien localisés. Ouais. Donc, à Paris, il y en a tant. Il y a un orchestre à Nantes, un orchestre à Rennes, un orchestre à Toulouse, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus simple, je parle de la France encore une fois, c'est beaucoup plus simple d'interroger des musiciens qui sont géographiquement stables. On a aussi pas mal de données sur les étudiants, puisque de la même façon, ils sont quand même aussi assez stables géographiquement, puisqu'ils sont dans des instituts de formation. Et on a peu de données sur les facteurs de risque encore, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, les études sont très hétérogènes entre elles, donc on a du mal à conduire des revues systématiques sur le sujet. On a des études qui datent un peu, qui ont utilisé tel type de définition des troubles musculo-squelettiques liés à l'exécution musicale. D'autres définitions sont en cours de construction, d'évaluation, etc. Donc chacun n'utilise pas forcément les mêmes outils. On a des questionnaires qui ont été développés pour ça. Donc il y en a un qui date de 2014 par exemple, qui est assez utilisé. Un plus récent qui date d'il y a 2022-2023. Pareil, la question de la littératie en santé commence de plus en plus à être étudiée. Chez les musiciens, il y a un questionnaire très récent qui s'appelle le Musicians Health Literacy Questionnaire, je crois. Qui a été construit il y a peu de temps. Mais malheureusement, pour l'instant, on a quand même beaucoup de recherches, l'air de rien, mais on a du mal à pouvoir homogénéiser tout ça et à comparer les choses les unes avec les autres. Mm-hmm. Pour en venir aux pathologies, est-ce que chaque musicien, chaque type d'instrument a une pathologie spécifique, ou est-ce que, par exemple, on prend un orchestre avec plein d'instruments différents, est-ce qu'il y a une pathologie qui... comment dire ? Je cherche mon mot. Émerge, merci. Émerge particulièrement. Alors, si je comprends bien la question, donc c'est vraiment savoir s'il y a plutôt quelques pathologies qui seraient assez transversales à tous les musiciens. Exactement. Okay. Ou si un instrument... Des pathologies spécifiques par instrument. Voilà. On est plutôt sur une question de transversalité en fait. D'accord. Et d'ailleurs, c'est même des pathologies qu'on retrouve chez les sportifs. Typiquement, chez les musiciens, pour grandement schématiser, on retrouve des pathologies de surmenage, on retrouve des pathologies de type plutôt neurologique, comme la dystonie de fonction. On retrouve des pathologies tendineuses, musculaires, ligamentaires, en fait, comme chez tout le monde, dans un sens. Notre rôle, c'est particulièrement de savoir si ces pathologies, elles se seraient... En fait, comment est-ce qu'on peut assister le musicien, enfin, aider le musicien à récupérer son geste instrumental normal, entre guillemets, si tant est que ce soit possible. Et l'idée pour moi, de toute façon, n'est finalement plus vraiment, en tout cas en clinique, n'est pas franchement de savoir si c'est la posture ou si c'est ci ou si c'est ça qui fait que le musicien a développé ce trouble qui le gêne à l'instrument, mais plutôt de voir ce qu'on peut faire en tout cas pour que ce trouble-là soit n'existe plus, soit ne le gêne plus à l'instrument. Voilà, donc je dirais que ce sont des questions de pathologie transversale. Alors évidemment qu'il y a des localisations particulières en fonction des instruments, ça paraît évident. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est qu'il s'agit de grands types de pathologies. La tendinopathie, la dystonie de fonction, les névralgies, etc. Des grandes catégories, je dirais plutôt, que des pathologies très spécifiques à chaque instrument. Mm-hmm. Voilà. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la dystonie de fonction ? Oui, la dystonie de fonction, c'est un trouble neuromoteur
Alors, je tiens à préciser d'abord que je ne suis pas du tout spécialiste de la dystonie, ni dans mes travaux de recherche, ni en clinique, qu'en général, ce sont des patients que j'avais coutume de réorienter. J'en ai eu quelques-uns, mais très peu. Et c'est parce que je ne savais pas au téléphone qu'il s'agissait d'une dystonie. Okay. Mais pour la faire courte, c'est un trouble neuromoteur, donc c'est vraiment une question corticale. En gros, ce sont des pathologies qui amènent à avoir un désordre au niveau du contrôle moteur de certains muscles. Et donc, typiquement, ça peut être aux mains, particulièrement, semblerait-il, la main droite chez les pianistes, particulièrement la main gauche chez les violonistes, les guitaristes, etc., puisque ce sont les mains qui sont les plus utilisées. Il semblerait aussi qu'il y ait une question génétique, puisque les hommes sont davantage touchés que les femmes, me semble-t-il. Il y a aussi, semble-t-il aussi, beaucoup comment dirais-je, un grand rôle des facteurs qu'on appelle psychologiques et sociaux. Une rupture, un deuil, un conflit avec son professeur, des choses qui vraiment remuent émotionnellement et psychologiquement peuvent aussi concourir à la survenue d'une dystonie. Pour l'instant, malheureusement, on a des données qui se précisent, mais étiologiquement, c'est encore un peu flou, on va dire. Un surmenage, beaucoup de travail tout d'un coup, etc. Bien sûr, des grosses échéances, une préparation de concours, ou tout simplement un stress très important, un haut perfectionnisme. Voilà, c'est des choses qui sont pas mal décrites. Ça se manifeste comment ? Et ben vraiment par une incapacité à contrôler certains groupes musculaires. Et donc, par exemple, chez des pianistes, tu vois, donc pendant ça peut être par exemple une hyperextension incontrôlable. Ou alors au contraire une hyperflexion et donc une difficulté à retendre le doigt par exemple. Ce qui s'installe progressivement, c'est assez insidieux en plus, et donc il faut le prendre en charge le plus vite possible, parce que comme tout trouble du contrôle moteur, plus tu attends, plus les automatismes se mettent en place et plus ça prendra du temps à revenir entre guillemets à la normale, encore une fois si tant est que ça existe de revenir à la normale complètement. Il y a quand même des musiciens qui ont été atteints de dystonie de fonction qui s'en sont remis, c'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau jouer à un très haut niveau. Certains, et je pense particulièrement à un pianiste qui parle vraiment du fait qu'il a réussi à dompter sa dystonie, donc à en fait enfermer un peu cette dystonie dans une cage, mais qu'elle est toujours là. Et donc il sait très bien maintenant comment faire pour qu'elle ne sorte plus de cette cage, mais qu'il s'est construit une forteresse en fait autour de ce trouble, et que donc il ne s'agit pas d'un retour à la normale finalement. Et c'est là que avoir lu des choses quand même de l'ordre de la philosophie de la médecine, etc., nous aide aussi à comprendre vraiment ce que c'est que la norme pour les individus, la norme en général, etc. Bref, mais en tout cas, ce que ce pianiste explique, c'est qu'il n'est pas revenu à il n'est pas revenu à son lui antérieur, il a développé des nouvelles façons de jouer, d'être dans la vie en fait, aussi. Enfin, je veux dire dans la vie bien sûr, mais dans la vie instrumentale quoi. Ça c'est particulièrement intéressant je trouve. Ouais. Oui. Et évidemment il y a aussi des troubles qui peuvent survenir au niveau des lèvres, des muscles labiaux, etc. Chez les instrumentistes avant particulièrement. Voilà. Et ça, Bronwen a énormément travaillé sur le sujet, Bronwen Ackermann. Donc si ça intéresse les gens qui écouteront ce podcast, je vous invite vraiment à aller lire ces travaux qui sont extrêmement intéressants sur la question de dystonie de fonction de l'embouchure. Ok, intéressant, mais en effet. Donc on pense que c'est réversible en tout cas. Et bien justement, la question de réversibilité, c'est toute la question. Est-ce qu'on considère que c'est réversible ou est-ce qu'on considère qu'on peut s'en remettre et dépasser ce trouble ? Mais tu vois, c'est toute cette question de la réversibilité qui est très intéressante. Est-ce que réversible, ça veut dire vraiment revenir à son soi d'avant ? Oui. Ou est-ce que c'est se remettre de ce trouble, vivre avec ce trouble et rejouer à un niveau d'élite, voire encore meilleur que celui d'avant, ce qui arrive même, c'est toute la question. Je ne suis pas sûre d'être en mesure de me prononcer sur la question de la réversibilité de ce trouble, en fait.
Aussi parce que je suis pas du tout spécialiste du sujet, pour être tout à fait franche, vraiment. C'est quelque chose que j'ai lu. Oui. J'ai lu pas mal de choses sur la dystonie, mais c'est une pathologie qui est vraiment arborescente et vraiment il faut y passer ses journées pour bien comprendre le nœud du sujet. Oui. De ce que tu me décris, il y a quand même un aspect psychologique assez important. Hein. Ouais. Oui, alors de ce que décrivent en tout cas Voilà, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, effectivement, sur la question des facteurs psychologiques, mais qui sont, encore une fois, assez difficiles à démêler en termes de recherche scientifique et en termes de... Voilà, c'est pas toujours si facile de pouvoir extraire ce genre de... Enfin, voilà, faire émerger justement l'intrication entre ce type de facteur et la survenue au nom d'une dystonie. Ok. Donc ça, c'est parmi les pathologies qu'on peut trouver chez les musiciens. Concernant les instruments asymétriques, est-ce qu'il y a plus de pathologies que chez les musiciens qui font un instrument plutôt symétrique? Par exemple, je pense piano ou instrument avant, mais je pense tout ce qui est violon, tous ces instruments-là, c'est asymétrique. Alors, la précaution que je vais prendre, c'est que les violonistes et les altistes, par exemple, qui donc dans la littérature sont souvent appelés upper strings ou high strings, donc cordes hautes, contrairement aux cordes basses, donc plutôt violoncelle, contrebasse, sont les plus investigués dans la littérature. Pour une raison très simple, c'est que dans un orchestre, ce sont les plus représentés. Donc c'est toujours plus simple, entre guillemets, pour avoir des gros échantillons, de travailler sur les violonistes et les altistes plutôt que sur 4 clarinettes, 3 bassons et 3 flûtes traversières. Ça paraît évident. Voilà. Donc évidemment, les participants à la recherche sont plus souvent des violonistes que des instrumentistes avant ou des instrumentistes à cuivre, etc. Enfin, avant bois ou avant cuivre, etc. Et donc, pour répondre à ta question, certaines études penchent vers cela. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de lien dans la littérature entre la posture instrumentale et la survenue de douleurs. Ça paraît extrêmement surprenant, mais il se trouve que ça a été un de mes questionnements principaux pendant mes études de kiné, puis puis quand je me suis occupée de musicien en tant que clinicienne, puis quand j'ai commencé mes études quand j'ai commencé le travail de recherche vraiment de façon plus poussée, et en fait j'ai profité, entre grands guillemets, de cette crise Covid pour faire cette revue systématique avec une ancienne étudiante du CERF qui s'appelle Luna Taha. Et donc nous avons travaillé toutes les deux sur la question de la posture instrumentale dans la littérature, sur son potentiel lien avec la survenue de troubles musculo-squelettiques. Et en fait, on s'est aperçu que sur 27 études incluses dans cette étude, il n'y en a qu'une seule qui traitait vraiment du lien entre douleur et posture. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à te dire comme ça, en tant que plutôt avec mes yeux de clinicienne, que oui, il y a quand même un peu plus de soucis. On sait par exemple qu'il y a un article, alors qui encore une fois n'est pas une revue systématique, attention, donc à prendre avec des pincettes, mais il y a un article qui a quand même discuté le fait que, a priori, plus on passait de temps sur un instrument et plus cet instrument nécessitait qu'on ait les bras en hauteur, plus on développait des douleurs. Bon, ça, personne ne tombe de son tabouret, hein, entre nous. Mais voilà, en tout cas, la conclusion de la revue systématique qu'on a conduite dans le cadre de ma thèse, c'est qu'il n'y a pour l'instant que très 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 peu de choses sur la posture chez les musiciens. Et ça s'explique aussi parce qu'il y a une très grande hétérogénéité des méthodes utilisées. Il y a beaucoup d'instruments, de mesures, donc tu vois par exemple le fait d'évaluer la posture sur une grille, etc. Et ben, ces grilles-là, souvent elles ne sont pas validées par la littérature. Il y a assez peu d'études aussi qui sont conduites avec ce qu'on appelle des gold standards, qui respectent des gold standards et donc qui utilisent par exemple l'analyse 3D du mouvement. Il y a assez peu d'études, il y en a, mais elles n'ont pas particulièrement fait de lien avec la survenue ou non de douleur. Encore une fois, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que ce genre d'études sont très coûteuses en termes de matériel et sont très coûteuses en termes de ressources humaines. Ça nécessite des échantillons relativement importants, de faire venir des musiciens pendant 3-4 heures,
leur demander de bien vouloir porter une brassière et un short et de jouer de leur instrument avec des capteurs partout, etc. Ouais. Donc c'est un peu c'est le folklore de la recherche. Oui. Ok, donc c'est intéressant. Ouais. Donc il y a besoin de plus d'études, en tout cas pour voir la corrélation entre définitivement posture et instrument. Ouais. Ok. Est-ce que les musiciens que tu as vus, puisque tu as pas mal d'expérience, tu as vu beaucoup de musiciens en tant que patient, est-ce que c'est facile de créer déjà, au point de vue de l'alliance thérapeutique, leur engagement par rapport à la rééducation? J'imagine que, bon, après c'est un a priori que j'ai, mais les musiciens sont vraiment absorbés par leur art. Moi j'ai un ami musicien de jazz, dès qu'il a le temps, dès qu'il s'assoit, il prend un instrument de musique, il est vraiment à fond dans son art. Est-ce que ce sont des gens qui arrivent avec leur rééducation à, par exemple, faire leur exercice, à corriger leur posture, voilà. Est-ce que c'est facile d'instaurer ce dialogue et cet engagement? Je dirais que comme pour tous nos patients, ça dépend avec qui, comme d'habitude. Et puis, je pense en tout cas, c'est comme ça que je vois la clinique, mais c'est toujours la rencontre entre un clinicien, une clinicienne et un patient ou une patiente. Et parfois ça match, et parfois ça matche pas, et c'est parfois même inexplicable. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai, donc pour quand même essayer de répondre un tout petit peu à tes questions et arrêter de botter en touche systématiquement en faisant un petit salto arrière, ce qui est sûr, c'est que d'expérience, même si ça a été extrêmement court me concernant, que j'ai encore quelques patients musiciens à l'heure actuelle, mais très peu, ce que je vois, c'est que ce qui est extrêmement important pour eux, c'est de se sentir compris. Et ça, c'est même quelque chose qu'on lit dans la littérature. C'est que le parcours de soins du musicien est parfois pas mal semé d'embûches parce que il arrive parfois qu'on ne prenne pas vraiment au sérieux parce que ce sont des métiers qui parfois ne sont pas complètement pris au sérieux. La question par exemple de l'intermittence du spectacle notamment, donc je parle des musiciens qui seraient intermittents, est quand même une question qui est très souvent politiquement reconsidérée, n'est-ce pas, interrogée. Donc voilà, on peut pas dire, et alors je tiens particulièrement à souligner que dans le contexte actuel et dans toute la période qu'on a traversée et qu'on continue de traverser malgré nous, il faut continuer à dire que la culture, le ministère de la Culture, l'intermittence du spectacle, la liberté de création, de programmation, de diffusion sont des éléments de notre vie de tous les jours qui auraient pu disparaître le 7 juillet dernier. Donc je fais une toute petite digression pour aussi dire que, en fait, avoir conscience de tout ça, écouter beaucoup de musique, savoir bien sûr savoir ce qu'ils vivent au quotidien, comment ça se passe une tournée, comment ça se passe l'orchestre, connaître les réalités de l'intérieur d'un orchestre par exemple, qui sont l'orchestre, c'est une entreprise très particulière. Et en fait, connaître toutes ces réalités, ça nécessite évidemment de s'être grandement intéressé au sujet et accessoirement même de vivre avec ces gens en fait au quotidien, je pense. Et donc, moi, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes pour créer un lien avec les musiciens, puisque même si je ne fais pas complètement partie de la famille, entre guillemets, parce que je ne suis pas musicienne professionnelle moi-même, force est de constater que dans mon discours et dans ce que je connais d'eux, ils se rendent assez vite compte que je vois très bien à quoi ressemble leur vie. Et donc là, en général, la porte s'ouvre. D'accord, oui. Ouais. Donc c'est vraiment montrer beaucoup d'empathie, bienveillance, et puis pour instaurer un dialogue déjà, pour voir que voilà, tu as l'expérience, tu as déjà joué un instrument de musique, tu sais ce que c'est, oui. Donc déjà ça instaure la confiance, quoi. Tout à fait. Et même ces questions, des questions aussi, au-delà d'avoir déjà joué d'un instrument de musique, en fait, plus que la question de prendre une guitare et de savoir plaquer un accord ou quoi que ce soit, c'est savoir que à l'orchestre, par exemple, quand on prend un poste de musicien d'orchestre, c'est pas vrai pour tout le monde bien entendu, mais il arrive qu'on soit à côté de la même personne pendant les 40 prochaines années de sa vie. Ça, par exemple, donc nous, on l'a connu vaguement en école de kiné, où on était quand même beaucoup par promo, contrairement
à d'autres écoles où ils sont 15, 30, 40. Où là, c'est quand même un projet, hein, je veux dire, de passer 3 ans avec les mêmes personnes comme ça en petit comité. Et ben là, il faut se dire qu'il y a des gens qui rentrent dans des orchestres à une vingtaine d'années, qui en ressortent à 60, 65 ans, et qui ont travaillé avec toujours les mêmes gens autour d'eux pendant des années et des années. Et certains ont la grande chance que ça se passe bien, et d'autres ont le grand malheur que ça se passe excessivement mal. Et ça, par exemple, savoir ça, c'est aussi être capable de poser les bonnes questions, en fait. Vous vous entendez comment avec votre chef de pupitre ? Comment ça se passe à l'orchestre en général ? Est-ce que les gens autour de vous jouent particulièrement fort ? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des pauses ? Voilà, c'est beaucoup de questions auxquelles en général les réponses sont... Enfin, la question est vite répondue, comme on dit. Mais voilà, et donc d'être capable aussi de savoir à quoi ça ressemble un peu des tournées. Voilà, mon père, il est quand même pas mal parti en tournée quand j'étais petite, donc je vois à quoi ça ressemble. Je l'ai vu partir, revenir. J'ai eu des histoires de tournée, etc. Enfin, bref, il y a tout un... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. La notion de conflit de valeurs aussi, de parfois devoir accepter de jouer certaines choses parce qu'on n'a pas vraiment le choix, tout simplement pour remplir son frigo, de façon purement alimentaire en fait. Voilà. Ça, c'est des exemples que je prends souvent avec les étudiants kinés, pour leur dire que les facteurs sociaux, bon, déjà j'attache particulièrement une très grande importance aux facteurs sociaux en général dans la survenue des maladies, mais chez les musiciens, voilà, en tout cas, ça me paraît hyper important de sensibiliser au fait que les facteurs sociaux, au-delà du fait de savoir que jouer du piano pendant 2 heures sans s'arrêter, bah, ça fait mal, c'est de connaître aussi toutes ces intrications qu'on ne soupçonne pas forcément toujours. Qui sont valables pour tous nos patients, hein, en réalité. Mais voilà, il se trouve que moi, celle que je connais particulièrement, c'est celle-ci. Mais je sais bien que dans le milieu du sport, il y a plein de choses, dans le milieu de la danse aussi. Voilà, mais après, c'est parce que je connais beaucoup moins ces facteurs sociaux dans d'autres domaines que j'ai accessoirement choisi de ne pas les traiter. Oui, je comprends. Oui, c'est intéressant. Ouais. Donc tu poses beaucoup de questions lors du bilan pour savoir un peu comment se passe leur vie de tous les jours, tout l'aspect biopsychosocial en fait est pris en compte. Oui, en fait, c'est pas forcément que lors du bilan parce que parfois les questions, ça va pas forcément être très facile de dire à la première séance, d'autant qu'ils savent pas vraiment à qui ils parlent, que les troubles musculo-squelettiques dans le milieu des musiciens en général, moi je connais particulièrement la question de l'orchestre parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé beaucoup, mais j'essaye de m'ouvrir en tout cas à d'autres choses au maximum parce que je sais très bien qu'il y a des problèmes partout, mais il se trouve que l'orchestre, ça représente quand même une grande partie des travaux qu'on a aussi, et typiquement chez les musiciens d'orchestre, les troubles musculo-squelettiques sont extrêmement tabous, chez les musiciens en général, mais particulièrement chez eux. Puisque c'est montrer des signes de faiblesse, c'est montrer qu'on est quand même qu'on n'est pas solide comme un roc quoi qu'il arrive, et donc ça donne à voir aux autres. Encore une fois, il faut bien se représenter que c'est qu'on est en permanence dans une certaine représentation, à la fois pour le public bien entendu, mais aussi pour le chef. Oui, tu parlais de la séance de bilan en fait. Ouais. Je ne pose pas systématiquement ces questions dès le début, le premier jour, mais elles viennent au fur et à mesure. Bien sûr, parce que c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est difficile parfois de poser ces questions parce qu'on sait qu'elles sont difficiles à répondre. Donc moi je les pose pas toujours comme ça de but en blanc, et elles sont aussi bien entendu... parfois, d'ailleurs c'est ce qu'on constate aussi, hein, que les réponses au début sont très vagues. Oui, ça va, etc. Puis alors on creuse progressivement, puis on se rend compte qu'il y a une relation avec le professeur hyper conflictuelle, etc. Enfin bref. Mais pour ça, il faut tirer la pelote de laine très progressivement, comme encore une fois avec tous les patients. C'est juste qu'effectivement, c'est un milieu particulier, donc il faut le connaître. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai conscience que ce sont quand même, entre grands guillemets, des patients comme les autres. C'est juste que c'est un milieu très particulier, et la chose que je rajouterais par rapport à eux aussi, c'est que les musiciens et musiciennes en général ont commencé leur art extrêmement tôt, avec un parcours d'élite, avec des pressions qu'on imagine difficilement depuis
4, 6, 8 ans. Donc ce ne sont pas des métiers qu'on prépare après le bac, en sachant pas trop quoi faire. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe presque plus en tout cas. Il y en a eu, il y en aura toujours. Mais en tout cas dans le milieu de l'orchestre, c'est très peu probable d'arriver à ces niveaux-là en ayant vu de la lumière à 21 ans. Par rapport à ta situation maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu travailles? Oui, je suis actuellement enseignante responsable transversale, ça s'appelle, au CERF, qui est une école de kinésithérapie à Saint-Denis. Donc je fais ça 2 jours par semaine. À côté de ça, je suis kinésithérapeute au Conservatoire à rayonnement régional de la ville de Paris. 3 heures par mois, hein, ce qui est donc énorme comme pratique clinique. Je forme des musiciens en formation continue 1 fois par an, ce qui est, voilà, moi ça me va très bien. En plus, il commence à y avoir pas mal d'autres formations qui existent pour former des kinésithérapeutes. Je sais pas si j'ai pas dit musicien là, mais... T'as dit musicien? Oui, pardon. C'est kiné. Donc former des kinésithérapeutes, pardon. C'est à la kiné des musiciens. Donc on fait ça 1 fois par an avec l'organisme Kinéotop avec Sébastien Martin. C'est très chouette. Enfin, en tout cas, notre première expérience a été vraiment super chouette. Et moi, je suis très contente de faire ça de façon ponctuelle parce que c'est très intéressant. Puis d'avoir des retours, voilà, des discussions, etc. Enfin, à côté de ça, en fait, j'ai beaucoup d'activités qui sont éparpillées. Mais donc, je suis chercheuse indépendante, encore pour l'instant. Voilà, je suis en train a priori d'obtenir un contrat un peu hybride entre grand guillemets postdoctoral, mais c'est encore en tractation, on va dire, puisque avec l'Allemagne, donc où là je vais pouvoir à nouveau faire voilà, de façon plus affiliée entre guillemets, je vais pouvoir refaire de la recherche avec une équipe sur ces questions-là. En fait, en parallèle de ça, j'ai été très récemment affiliée à l'unité de recherche ERFAN à l'UVSQ, donc dans le cadre notamment de mes missions au CERF en fait. Puisque donc le CERF dépend au niveau universitaire de l'UVSQ. Donc le laboratoire ERFAN, c'est le laboratoire avec lequel on a le plus de raisons de lier, en fait. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer aussi à avoir des projets de recherche qui vont pouvoir se faire là-bas également, avec, je l'espère, des étudiants kinés, pouvoir les emmener avec moi dans cette grande aventure de la recherche clinique. Et puis j'ai monté en septembre 2023 avec donc Sébastien Martin dont j'ai déjà parlé et Zoé Karlikov qui est violoncelliste, coach mental et doctorante sur la question justement de la préparation mentale et du coaching donc à la Sorbonne. Elle a fait ça fait partie des musiciens qui ont décidé de s'intéresser un peu plus à la question de la préparation en général à l'instrument pour la performance instrumentale, et il se trouve qu'elle a décidé de le faire de façon très aboutie en faisant sa thèse dessus. Elle a vraiment à cœur d'avoir un ancrage scientifique important, et moi je trouve ça merveilleux que chez des musiciens comme ça se développent des vocations de chercheurs. Enfin, je trouve ça vraiment, je suis très admirative, et donc on a monté l'Association française pour la santé des artistes de performance. Voilà, on revient toutes les deux d'un rendez-vous annuel du secteur culturel qui s'appelle Accord Majeur, qui est organisé par cette grande organisation, fédération professionnelle du milieu de la culture, particulièrement du milieu de la musique. Voilà, donc c'était hyper intéressant. On a quand même parlé à pas mal de gens. On sent quand même que la question de la santé des artistes et des musiciens commence à prendre de l'importance en France, ce qui prend beaucoup de temps par rapport à nos voisins, notamment, nos voisins, ce ne sont pas nos voisins directs, parce qu'il y a une mer entre nous, mais je vois qu'au Royaume-Uni, c'est quand même sur un tout autre type, c'est une autre vitesse de développement. Oui. Et puis, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que voilà, le Canada, l'Australie, les États-Unis, etc., sont vraiment pionniers. Je pense particulièrement à l'Australie, effectivement, avec quelqu'un comme Bronwen et d'autres. Voilà, en tout cas, j'essaye de dédier une grande partie de mon temps libre à ce que cette cause avance.
Justement, j'en viens à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer pour améliorer la santé des musiciens en général en France? Alors, je vais essayer de faire court, mais déjà, je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup plus former les professeurs d'instruments à ces questions-là pour qu'ils soient capables. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent même s'émanciper eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire reconnaître chez eux certains facteurs de risque, de survenue de troubles pour eux-mêmes et pour leurs étudiants. Parce que si jamais on voit chez un jeune élève qui a 6-7 ans que ça pourrait être légèrement réaménagé, il y a une grande possibilité, enfin moi vraiment, je suis pour enseigner aux enseignants. Pour qu'à terme, en fait moi ce que j'aimerais c'est que plus personne n'ait besoin de nous, en tant que kiné, du musicien. C'est vraiment mon but ultime, c'est que je n'ai plus de travail pour pouvoir planter des choux. Et donc ça c'est vraiment une première piste. D'ici là, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'enseignement auprès des musiciens parce qu'encore une fois, l'idée, quand je suis des musiciens, je leur fais une espèce de carte mentale en fait où il y a plein de pistes d'amélioration, d'aller chercher la respiration, la posture à l'instrument, la préparation de la posture à l'instrument aussi, qui n'est pas tout à fait la même chose que la posture. Le renforcement musculaire pour que les muscles, le contrôle moteur puisse être vraiment soutien du jeu et que les muscles soient en capacité de faire face à ce qu'on va leur demander. Tout plein de choses comme ça. Et en fait, je constate que les musiciens sont hyper intéressés par ces thématiques, mais que ça fait vraiment... il n'y a pas assez d'enseignement par rapport à ça dans leur cursus. Ce qui va mettre du temps à s'institutionnaliser, je pense. Mais ça, c'est la deuxième piste, évidemment, d'avoir des cours sur le corps, comment fonctionne le corps, comment fonctionne la tête, comment fonctionne la tête et le corps ensemble. Tout ça, qu'est-ce que c'est que le contrôle moteur, en fait, finalement, et comment celui-ci peut être impacté à la fois par le geste lui-même, mais aussi par des facteurs d'ordre psychologique, cognitif, etc. Et puis aussi la question d'avoir des soignants sur site. Voilà. Je pense que c'est vraiment hyper important. Ouais. C'est ce qu'on voit, donc le Philharmonique de Liverpool, encore une fois, est vraiment pionnier en la matière. Donc Peter Garden, qui est responsable de ce programme là-bas, donc un programme qui s'appelle Health and Wellbeing, vraiment dédié aux musiciens, a fait un travail absolument formidable sur ces questions-là. Et la kinésithérapie sur site, vraiment, c'est extrêmement bien perçu par les musiciens. Même si parfois ils peuvent avoir leur propre thérapeute à l'extérieur, c'est pas vraiment problématique, mais le fait de pouvoir avoir quelqu'un sur site au moment de pause de répétition ou le temps du déjeuner, etc., ça ce sont des choses qui, en tout cas à Liverpool, ont relativement bien fonctionné. Et puis alors ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans la culture, mais je me demande dans quelle mesure ce serait pas quand même intéressant que même des musiciens très confirmés, au même titre que nous, on continue à se former en formation continue sur d'autres sujets ou en tout cas à lire de la littérature pour continuer d'être à jour. Je pense que ce serait peut-être intéressant pour certains musiciens ponctuellement dans leur vie de reprendre des cours de technique instrumentale avec d'autres gens en fait et de continuer à... Je pense que ce qu'il faut vraiment dire c'est que c'est une recherche en fait permanente, le corps change et c'est ça qui est intéressant aussi, enfin à mon sens, c'est vraiment ça qui est intéressant, en tout cas pour des... J'imagine que je prêche un peu une convaincue, entre guillemets, on va rarement vers des métiers du soin et du corps comme la kinésithérapie, sans être fondamentalement intéressé par tout ce qui s'y passe. Mais voilà, c'est une recherche permanente de sensations corporelles et du son, et de voir comment les deux sont intriqués. Moi, je trouve ça hyper intéressant et c'est ça que j'essaye de transmettre le plus possible. À l'heure actuelle, la plupart des concerts, des orchestres, est-ce qu'ils sont accompagnés par des kinés ? Non, pas du tout. Non, il y a des choses ponctuellement qui se font dans certains orchestres. Il y a des formations qui sont faites. Alors, encore une fois, si on parle des orchestres classiques. Après, je sais qu'il y a des choses qui se font de plus en plus, qu'il y a des kinés parfois sur les festivals, mais bon, là, je vais me lancer dans une liste non exhaustive parce que je n'ai pas absolument tout en tête. Bien sûr, il commence à y avoir vraiment du monde. Je dis pas qu'il n'y a rien du tout, pas du tout. Je dis que pour l'instant, c'est insuffisant.
Et qu'en plus, l'air de rien, en France, nous sommes quand même beaucoup à être dans les starting blocks pour que ce soit possible, en fait. C'est une réalité. Moi, je connais quand même beaucoup de kinés du musicien dans pas mal de... Enfin, en fait, dans tous les recoins de France, qui vont faire toc 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 à la porte des conservatoires à rayonnement régional en disant voilà, moi je peux vous proposer ça, c'est possible de faire ci, etc. Et donc il y a quand même quelque chose, enfin en tout cas je constate depuis un certain temps qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un frémissement quand même. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de créer cet asso, parce que je me suis aussi rendu compte en signant pas mal, en étant pas mal dans les congrès à l'international, que la France est souvent un peu sous-représentée. J'ai parfois été la seule française à des congrès internationaux. C'est de moins en moins vrai, mais c'est encore un petit peu difficile. Et donc c'est à ça aussi qu'on cherche, c'est à ce manque un peu de représentation française à l'international qu'on cherche à répondre avec l'Association française pour la santé des artistes de performance. Notre idée, nous, vraiment, c'est de pouvoir fédérer les professionnels de santé ou les praticiens en général, puisqu'il n'y a évidemment pas que des professionnels de santé qui travaillent avec des musiciens, les musiciens eux-mêmes qui sont intéressés par ces problématiques-là, les institutions et les représentants institutionnels, donc les fédérations, les syndicats, mais aussi les institutions qui emploient des musiciens, les orchestres, les salles de spectacle, la Philharmonie de Paris par exemple, etc. Enfin voilà, toutes sortes d'institutions qui emploient des musiciens, évidemment les instituts de formation, donc les conservatoires, les écoles de musique, etc. Et puis les chercheurs. Vraiment, c'est réussir à faire des ponts entre tous ces gens et à pouvoir avoir des liens plus faciles, organiser des journées où on se retrouve et où on discute de toutes ces thématiques, et puis éventuellement pouvoir même conduire à beaucoup plus des projets de recherche de plus grande ampleur, puisque ça c'est ce qui nous manque aussi beaucoup en France. Encore une fois, nous n'avons pas ni département universitaire, ni laboratoire, ni formation universitaire spécialisée sur la question de la santé des musiciens et plus globalement sur la santé des artistes de performance, ce qui n'est pas le cas par exemple à Londres, où il y a un master sur la Performing Arts Medicine dédié vraiment à la UCL sur ces questions, dédié à ces questions. Ok. Céleste, pour terminer, j'ai 2 questions un peu plus personnelles à te poser. La première, c'est quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie pro et que tu as suivi? Probablement d'accepter que la kinésithérapie telle qu'elle est pratiquée le plus souvent, je dirais, c'était pas un métier que je voulais faire et que c'était pas très grave en fait de pas rentrer dans cette case-là, que je verrai plus tard en fait. Voilà. Et finalement dans un sens en fait un peu ce qui est pas très facile à faire quand on a 21 ans et qu'on sort de son diplôme, en fait, se faire un peu confiance et se dire, en fait, si je m'écoute, là, non, j'ai pas très envie d'aller travailler à l'hôpital dans un service de traumato, j'ai pas très envie non plus d'aller travailler dans un service de réa, bien que ce soit passionnant et voilà. J'ai pas très envie de faire de la kiné entre guillemets généraliste parce que je me retrouve pas non plus beaucoup dans ce métier. Est-ce que c'est très grave? Non. Est-ce que je peux faire autre chose? Oui. Bon, essayons. Super. Et ma dernière question, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné et que tu es heureuse aujourd'hui de ne pas avoir écouté? Et exactement l'inverse de celui que je viens de te donner finalement. Parce que l'air de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Comment dire, c'est souvent justement ce discours-là qu'on vient rechercher au CERF de ma part. En fait, parfois on m'envoie un peu pour discuter en fait les étudiants qui sont pas complètement convaincus par les études qu'ils ont choisies. Et donc j'essaye de leur tenir justement ce discours-là, que c'est pas grave, que d'ailleurs c'est même pas grave de s'arrêter en cours de route si vraiment on est sûr de son coup que c'est pas ça. On s'arrête en fin de K2 en fait. Évidemment, il faut avoir un plan B solide parce qu'on ne s'arrête pas en fin de K2 pour s'arrêter en fin de K2. Oui. Mais j'essaye accessoirement de ne pas me fâcher avec les parents, n'est-ce pas?
Mais plus sérieusement, au début, j'ai pas été... Enfin, c'est difficile en fait. D'autant que c'est particulièrement difficile à ces âges-là d'expliquer que en fait, si on est quand même un peu sûr du coup, on n'a pas envie de faire ça. Et donc, à de très nombreuses reprises, on m'a dit... mais d'ailleurs, on me l'a dit dès ma première année de médecine. Ma première année de médecine, j'ai pas eu médecine à la fin de ma première année. Et j'ai décidé de ne pas la refaire et d'aller en kiné. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Il y a énormément de gens dans mon entourage qui m'ont dit « Oh là là, mais il faudra absolument que tu la refasses, etc. » Donc peut-être que je pourrais prendre celui-ci déjà. Le premier conseil que j'ai eu dans ma vie, entre guillemets, professionnelle, même si elle était encore à cette époque-là qu'estudiantine, c'est de ne pas avoir refait cette première année de médecine qui a été affreuse pour moi et où de toute façon je me suis dit « Je ne me vois pas médecin ». Mais voilà, il se trouve qu'on a quand même un contexte très méritocrate et très élitiste qui fait que médecin en fait c'est mieux que kiné. Et moi j'ai dit là en fait j'ai pas envie d'être médecin. Donc est-ce que ça vous embête pas si je décide pour mon propre moi? Voilà. Donc les pires conseils qu'on m'a donnés c'est me dire tu devrais quand même continuer un peu libéral, on sait jamais, tu vas peut-être finir par t'y retrouver, etc. Alors qu'en fait non. Voilà. Donc finalement, c'est quand même une note, même si je ne me suis pas retrouvée dans ce métier pour lequel techniquement j'ai été formée, ça a fini quand même sur une note positive puisque j'arrive dans cette intrication de tout plein de tâches au quotidien à trouver finalement une vie professionnelle qui ressemble à peu près à quelque chose, même si quand on voit mon calepin, on a du mal à penser que ça ressemble à quelque chose. Mais voilà, finalement, c'est quand même, c'est évidemment quand même positif. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup Céleste pour ton temps et pour ton accueil. Merci d'être venue jusqu'ici. Merci beaucoup. Mais on mettra le lien de ton site internet, parce que tu as un site internet, et du podcast. Parce que voilà, comment il s'appelle ton podcast? Alors on n'en a pas parlé effectivement, mais c'est le podcast de l'Asso qui s'appelle I Broke a Leg. En référence à ce que disent les artistes, ce que se disent les artistes entre eux à savoir break a leg. Ouais. Ok, super, on fera ça alors. Merci. Merci beaucoup.